Alors, bonjour à tout le monde. Mon nom est Maryse Boivin, je suis la chargée de mission pour l'interfilière de tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine. Certains, voire plusieurs d'entre vous, là, commencent à connaître très bien cette mission, d'autres encore un peu moins. Donc, je vous la présenterai rapidement. Aujourd'hui, on a le sujet de la RSE en tourisme qu'on souhaitait aborder avec vous. On a effectivement des invités qui vont intervenir. Hein. L'idée, comme chaque webinaire, c'est de faire intervenir des experts ou des porteurs de solutions selon avec un professionnel qui s'est engagé dans une démarche sur une thématique en particulier. Et c'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je vais simplement rapidement partager mon écran. Donc, l'interfilière de tourisme durable, pour ceux et celles qui connaissent encore pas très bien, on a effectivement la tête de réseau qui est l'UNAT Nouvelle-Aquitaine, donc l'Union des associations de tourisme de Nouvelle-Aquitaine, le tourisme social et solidaire. On a l'UMI Nouvelle-Aquitaine, donc l'Union des métiers d'hôtellerie de Nouvelle-Aquitaine. Et la Fédération d'hôtellerie de plein air, qu'on appelle la NAPA. Donc, les trois têtes de réseau travaillent ensemble sur le tourisme durable. Donc, avec effectivement soit des accompagnements individuels, soit des accompagnements collectifs. On a différentes opérations collectives en cours, notamment sur l'eau et la gestion des biodéchets. Si jamais ça peut intéresser certains professionnels, vous revenez vers nous, bien entendu. Et on a aussi des actions de valorisation du tourisme durable et d'animation de notre réseau. Donc, ce projet hein, est financé en partie, en tout cas, on est soutenu par la région et l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. En tourisme, la RSE, ben, de quoi parlons-nous effectivement? On a des gens qui vont venir vous en parler. Je voulais simplement remettre en perspective qu'est-ce que cette RSE, qu'on qualifie soit de responsabilité sociétale ou sociale des entreprises. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est cet engagement, cette intégration volontaire des préoccupations qu'on peut rencontrer, mais au niveau social et environnemental dans les activités commerciales. Donc, aujourd'hui, l'entreprise a certes un rôle économique à jouer, mais un rôle encore important, encore plus important en lien avec son impact sur la société et sur l'environnement. Donc, c'est dans cette démarche, en tout cas, on considère qu'il est important aujourd'hui de approfondir cette notion parce que c'est comme une sorte de contribution, effectivement, des entreprises aux différents enjeux de développement durable qu'on rencontre aujourd'hui et depuis plusieurs années. Donc là, dans la pratique, vos entreprises, vos structures vont mener des actions en vue d'avoir un impact plus positif sur la société et sur l'environnement, tout en étant, bien entendu, économiquement viable, puisqu'on a effectivement besoin des entreprises, bien entendu, en tourisme. Sur notre territoire, donc ça représente quand même un point important. Donc, pour mieux comprendre la RSE en tourisme, je vais quand même de suite passer la parole aux experts. Donc, on a comme invité aujourd'hui Madame Julie Lafitte, qui est chef de projet RSE à la FNOR. Elle interviendra en binôme avec Madame Armelle Cizeron du village Club du Soleil à Marseille. Donc, les Clubs du Soleil sont adhérents à l'UNAT national, bien entendu. Et voilà, donc, vu leur engagement, ils sont labellisés engagés RSE. Donc, c'est intéressant, effectivement, qu'ils puissent raconter leur parcours. Et on a aussi Monsieur Thomas Delemaire, qui est conseiller emploi et formation expert à l'AFDAS. Donc, l'AFDAS, c'est l'opérateur de compétences de la filière HPA, entre autres. Donc, il sera accompagné effectivement de Madame Séverine Trouvé, qui est la directrice du camping Les Baleines à l'île de Ré. Ils ont bénéficié de cet accompagnement. Donc, c'est effectivement deux regards sur comment aujourd'hui, qu'est-ce que la RSE et comment on peut avancer, progresser là, dans sa structure. On a effectivement deux beaux témoignages qui nous seront présentés. Maryse, Peut-être j'invite. Oui? oui, excuse-moi Maryse, juste c'est pas Séverine qui va présenter, c'est Élise Marot, notre directrice adjointe. Il y a un petit changement de dernière minute. D'accord. Voilà, c'est Alors, juste ça. Élise Ah bon, Marot, encore vous lui? m'excuserez, je pourrais changer sur le PowerPoint, mais pas sur la vidéo, malheureusement. C'est ça. D'accord, mais avec plaisir, Madame Marot. Ok? Voilà. Oui, très bien. Euh, donc, effectivement, je peux passer la parole à Julie Lafitte et Armelle Cizeron, si vous Oui, voulez bien. bonjour à tous. Enchantée. Donc, Julie Lafitte, effectivement, je suis chef de projet pour le département RSE du groupe AFNOR. Et donc, je m'occupe notamment de gérer et développer les différentes prestations RSE du groupe en matière de formation, d'accompagnement et de labellisation, donc d'évaluation RSE. Alors, Maryse m'a contacté, m'a sollicité pour
vous parlez de RSE et développement durable. Donc, j'ai la lourde tâche de vous expliquer un petit peu mieux ce concept en une dizaine, quinzaine de minutes, je crois. Donc, je vais essayer d'être la plus exhaustive possible. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions en fin d'intervention. Alors, donc, effectivement, on entend beaucoup parler du développement durable de la RSE depuis pas mal d'années, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment en pratique? En fait, le concept de développement durable et de RSE, il n'est pas tout à fait nouveau. On entend parler de développement durable depuis déjà une trentaine, une quarantaine, même une cinquantaine d'années. Mais en fait, au début, c'était vraiment un concept qui était plutôt, on va dire, l'apanage des grands scientifiques qui alertaient un petit peu sur tous les dangers que pouvait courir la planète à cause de l'activité humaine. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui était plus réservé aux scientifiques, enfin, tous ces sujets-là. Mais on voit que de plus en plus, et notamment aujourd'hui, le sujet s'est un petit peu précisé et de plus en plus d'acteurs s'en préoccupent et notamment les entreprises, les organisations et les gouvernements, hein, les pays également. Et donc le concept, en fait, c'est un petit peu précisé au fur et à mesure. Et aujourd'hui, pour les organisations, pour même les associations, les entreprises, on va parler de responsabilité sociétale des entreprises. En France, il n'y a pas vraiment de réglementation sur le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucune loi, aucun texte n'oblige une organisation, une entreprise à faire de la RSE. Par contre, vous avez pas mal de textes réglementaires qui se démultiplient un petit peu et qui s'intensifient aujourd'hui autour de ces sujets-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que vous voyez à l'écran, mais s'il y a quelques lois dont je peux parler un petit peu, il y a notamment la loi Pacte en 2019, dont vous avez sûrement entendu parler, et qui vient en fait introduire un concept qui s'appelle le concept de société à mission et de raison d'être, et en fait qui va proposer aux entreprises d'inscrire dans leur statut juridique une mission, c'est-à-dire une mission qu'elles se donnent pour objectif de poursuivre dans le cadre de leurs activités. Et donc, dans ce cadre-là, les entreprises peuvent donc choisir des objectifs sociaux et environnementaux qu'elles vont se donner pour mission de poursuivre. Et donc, ce sera quelque chose qui sera vraiment inscrit dans les statuts de l'entreprise et qui sera donc du coup vérifié régulièrement. Ensuite, on peut également parler de la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire en 2020, et donc là qui va introduire pas mal de mesures, comme par exemple la mesure sur les indices de réparabilité des objets électroniques ou ménagers. Par exemple, vous savez, maintenant les lave-vaisselle, les lave-linges, lorsqu'ils sont cassés, normalement vous avez une petite étiquette qui indique le taux de réparabilité, et donc au lieu de jeter votre lave-linge, votre lave-vaisselle, vous pouvez normalement le réparer plus ou moins. On a également la loi climat et résilience en 2021 sur un autre sujet, enfin sur plein d'autres sujets, mais qui, par exemple, a introduit le fait que les vols intérieurs en avion étaient interdits lorsque vous avez une alternative de moins de 2h30 en train, par exemple. Et donc, vous avez pas mal de vols aujourd'hui qui sont interdits. Voilà, c'est des exemples comme ça. Mais voilà un petit peu toute une réglementation qui s'intensifie sur ces sujets-là, et notamment très récemment, la fin 2023, une nouvelle loi en France qui émane donc d'une directive européenne sur le reporting extra-financier. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la CSRD. Et en fait, c'est une obligation qui, dans les prochaines années, de manière progressive, va obliger les entreprises de plus de 250 salariés à publier chaque année un rapport RSE sur leurs impacts environnementaux, sociaux, à destination donc, du public. Donc voilà un petit peu le contexte réglementaire qu'il y a autour de ces sujets-là de RSE. Si on vient sur les concepts vraiment de manière très théorique, donc le concept de développement durable, il a été pour la première fois déterminé en 1987 par Madame Brundtland. Et donc là, vous avez à l'écran une définition qui est normalement la définition la plus connue, qui est qu'un développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent, donc à nos activités aujourd'hui, sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. C'est-à-dire qu'on doit être en capacité de se développer tout en garantissant en fait un développement pérenne aussi pour les futures générations. Et donc, il y a deux choses qui sont assez importantes lorsqu'on parle de développement durable. Il y a deux concepts. Il y a le premier concept qui est le concept de besoin. Aujourd'hui, on a tous chacun des besoins qui sont essentiels. Mais ce qui est vrai, c'est que nous, dans nos sociétés aujourd'hui, en France, si on a froid, on allume le chauffage. S'il n'y a plus de lumière, on allume la lumière, etc. Et dans d'autres pays qui sont en développement, qui sont moins développés que nous, ils n'ont pas forcément accès à tous les besoins.
Et l'idée, c'est qu'on soit tous, en fait, finalement, développés de la même manière et que chacun ait accès aux besoins essentiels de la même manière. Et le deuxième concept, c'est effectivement aussi le concept de limitation des ressources. Et en fait, c'est que aujourd'hui, on consomme beaucoup de ressources, hein. On sait que la population mondiale, elle a triplé depuis un certain nombre d'années. On consomme beaucoup plus d'énergie, on consomme beaucoup aussi plus de ressources, hein. Et sauf que les ressources elles sont pas infinies. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de limiter nos ressources pour pouvoir permettre à chacun d'y avoir aussi accès. Et donc, souvent, on parle de 3 piliers dans le développement durable. On va parler du pilier économique, parce qu'évidemment, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, on a quand même un besoin de se développer, hein, de faire de la croissance, tout en protégeant l'environnement et également en respectant les droits de l'homme. Et en fait, c'est la convergence un petit peu de ces 3 composantes, l'économie, l'environnement et le social, qui font un développement durable. Et donc, le lien du développement durable avec la RSE, qu'est-ce que c'est? En fait, si vous voulez, de manière très schématique, la RSE, c'est le développement durable pour les entreprises. C'est l'outil de contribution au développement durable de l'entreprise, de l'organisation. C'est comment vous, en tant qu'entreprise, organisation, vous allez pouvoir vous saisir de vos impacts sur l'environnement, sur la société, et comment vous allez faire en sorte de les atténuer, donc de réduire vos impacts un petit peu négatifs et d'augmenter vos impacts positifs pour contribuer au développement durable. Et donc là, je vous ai mis effectivement 3 définitions qui ont été données sur la RSE, et celle qu'on retient généralement, c'est la définition de la norme ISO 26000 que je vous ai mis en rouge ici, qui est donc la responsabilité sociale et la contribution des organisations au développement durable. Elle se traduit par la volonté de l'organisation d'assumer la responsabilité des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement, et d'en rendre compte. Donc voilà un petit peu pour la partie théorique, définition. Est-ce que vous connaissez la norme ISO 26000? Je vois que certains d'entre vous ont la caméra. Bon, je vois des oui, des non. Donc effectivement, la norme ISO 26000, c'est un petit peu la norme internationale en matière de RSE. C'est une norme qui a été développée, qui a été publiée en 2010, qui a rassemblé plus de 450 experts, 42 organisations, quasiment 100 pays dans son développement. Et l'idée, c'est que tous ces pays, tous ces acteurs se sont mis autour de la table pour essayer de déterminer qu'est-ce qu'était la RSE, donc la responsabilité d'une organisation, autant pour donc des pays comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, etc., que des pays également qui sont dans d'autres parties du monde, qui n'ont pas forcément les mêmes enjeux que nous. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'arriver à un consensus sur ce qu'est la RSE et comment une entreprise, une organisation peut œuvrer et adresser tous ces enjeux de développement durable. Et donc, pour petite anecdote, la norme, elle a mis, je crois, plus de 4 ans à être développée, parce que c'est vrai que c'était un sacré enjeu de mettre toutes ces personnes, tous ces acteurs qui ne sont pas forcément les mêmes enjeux autour de la table et d'arriver vraiment à un consensus sur le sujet. Donc, comme je vous disais, la norme ISO 26000, c'est l'unique norme internationale sur la RSE. Et ce qu'elle a un peu de particulier, c'est que ce n'est pas une norme d'exigence. C'est-à-dire que dans la norme, lorsque vous la lisez, on n'impose rien. Rien n'est imposé. Par contre, on est vraiment sur des lignes directrices, en fait, sur des recommandations, des bonnes pratiques, donc des choses que les entreprises peuvent mettre en place pour faire de la RSE. Et donc, elle donne vraiment pas mal d'informations à une entreprise pour pouvoir mettre en place une démarche RSE et pour pouvoir adresser en fait tous ces enjeux-là. Alors, là, je vous ai mis à l'écran une slide un peu chargée. Donc, l'idée, c'est pas de tout lire, mais c'est juste de vous montrer un petit peu la structure de la norme ISO 26000. Et il y a deux grands chapitres qui sont assez intéressants à comprendre. Le premier, et ça ne sera pas dans l'ordre, le premier, c'est le chapitre 6, l'article 6, qui est au plein milieu sur les questions centrales de la responsabilité sociétale. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui communiquent sur la RSE, sur le fait qu'elles font pas mal de choses, pas mal de bonnes pratiques, etc., en matière d'environnement, en matière de gestion des déchets. Mais pour un petit peu prévenir tous les problèmes qu'on pourrait avoir de greenwashing ou de communication trompeuse sur ces sujets-là, la norme ISO 26000, elle indique qu'il y a plusieurs thématiques quand on fait de la RSE. Et notamment, il y a 7 thématiques qu'on appelle ici des questions centrales. Et en fait, c'est les 7 grandes thématiques à aborder lorsqu'on fait de la RSE.
La première thématique, elle est en violet, c'est la thématique de la gouvernance. Vous avez ensuite une thématique sur les droits de l'homme. Alors ici en France, on peut dire qu'on est pas mal déjà réglementé à ce sujet-là, mais il faut avoir en tête que c'est une norme vraiment internationale, donc dans d'autres pays, ça peut être un petit peu moins respecté. Vous avez une troisième thématique qui est la thématique sur les relations et conditions de travail, donc en fait les ressources humaines. Une thématique sur l'environnement, une thématique sur la loyauté des pratiques, tout ce qui est éthique des affaires, anticorruption, etc. Une thématique sur les questions relatives aux consommateurs, ou en fait des questions relatives, vous, à vos clients, par exemple, aux consommateurs finaux. Et une question liée aux communautés et développement local, et donc là, c'est tout ce qui est ancrage territorial. Et donc, l'idée de ces questions centrales, c'est de se dire qu'en fait, lorsqu'on fait de la RSE, on est obligé, en fait, on adresse toutes ces thématiques-là. On adresse forcément toutes ces thématiques-là. On ne peut pas dire qu'on fait de la RSE, entre guillemets, lorsqu'on ne fait que des choses pour l'environnement ou que des choses sur la partie sociale. En fait, l'idée, c'est vraiment d'adresser toutes ces thématiques. Et c'est comme ça et c'est vraiment des sujets qui concernent toutes les entreprises. Alors, après, en fonction de vos enjeux, il y a des sujets qui vont être plus forts pour vous et plus importants que d'autres. Mais vraiment, voilà, quand on a une démarche de RSE, on adresse vraiment ces 7 thématiques-là. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, lorsque vous lisez la norme, dans chaque thématique, vous allez avoir après, de manière très concrète, des exemples de domaines d'action. Et en fait, des actions, des pistes d'action, des exemples très concrets de choses que vous pouvez mettre en place au sein de votre structure, dans votre démarche. Donc là, je vous ai mis effectivement un petit exemple sur l'environnement. Vous avez tout ce qui est lié à la prévention de la pollution, l'utilisation durable des ressources, l'atténuation des changements climatiques, etc. Une fois dit tout ça, je pense que vous avez dû le remarquer aujourd'hui. Donc, il y a effectivement plein d'entreprises qui communiquent sur leur démarche RSE, ou en tout cas sur les actions qu'elles mettent en place. Mais on remarque également que du coup, il y a un petit peu une démultiplication de tous les signes de reconnaissance en matière de RSE, alors que ce soit sur des sujets très spécifiques ou sur la RSE en général. Et c'est vrai que ça peut parfois être un peu compliqué pour les consommateurs ou même les entreprises de vraiment identifier quels sont un petit peu les signes de reconnaissance qui peuvent être robustes, crédibles, etc. Et donc, il y a plusieurs signes de reconnaissance qu'il faut bien distinguer pour essayer de comprendre justement de quoi il s'agit. Donc là, je vous ai mis 5 catégories de signes de reconnaissance, on va dire. Donc, si on part à gauche en premier, donc on a d'abord des grands référentiels qui sont institutionnels de développement durable. On va retrouver là tout ce qui est objectif de développement durable, GRI, etc. Donc là, on est sur des référentiels, comme l'ISO 26000 d'ailleurs, qui peuvent vous donner des guidelines pour mettre en place votre démarche RSE. On va avoir tout ce qui est label produit. Et donc là, ça va adresser vraiment un enjeu de RSE sur un sujet particulier, par exemple le label bio que vous connaissez. Donc là, c'est sur la partie vraiment environnementale du produit. Vous avez tout ce qui est certification. Donc là, on est sur la base de normes d'exigence. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je précisais que la norme ISO 26000 n'est pas une norme d'exigence, mais de recommandation et de bonnes pratiques. Et donc là, on va retrouver toutes les certifications en matière de qualité, de système de management, d'environnement, etc. Vous avez encore autre chose qui sont ce qu'on appelle des évaluations RSE fournisseurs en ligne, et donc là, qui servent à certains grands donneurs d'ordre pour évaluer leurs fournisseurs ou leurs prestataires sur les sujets RSE. Donc, parfois, vous pouvez peut-être, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de devoir remplir un questionnaire, par exemple, d'un de vos prestataires ou fournisseurs, voilà, pour voir à quel niveau vous êtes de RSE. Et ensuite, vous avez des évaluations RSE sur la base de la norme ISO 26000. Et donc là, en fait, on reprend les grandes thématiques de la norme ISO 26000 et en fait, il y a un référentiel qui vient un petit peu évaluer votre maturité, la maturité de votre démarche RSE d'après la norme ISO 26000. Pour faire la transition avec ce que je vous disais juste avant, effectivement, donc nous, AFNOR Certification a développé depuis 2006 un label sur la base de la norme ISO 26000, qui est le label Engagé RSE, dont vous avez peut-être entendu parler, et donc qui vient évaluer la maturité des démarches RSE des entreprises sur la base de la norme ISO 26000 que je viens de vous présenter. Bon, ce slide est également un petit peu chargé, mais l'idée, c'est qu'en fait, le label Engagé RSE, donc dans le référentiel, vous avez 8 chapitres.
avec des chapitres sur les pratiques que vous mettez en place au quotidien, mais également des chapitres sur vos résultats, vos indicateurs de performance en matière de RSE. Et l'idée, c'est que vous avez un évaluateur qui vient sur site, donc un expert, vous rencontrer pour essayer de comprendre comment vous fonctionnez sur tous les critères d'évaluation. Et donc, quelles actions vous mettez en place sur, par exemple, le sujet RH, sur le dialogue social, sur, je sais pas, la qualité de vie au travail, sur la gestion de vos déchets, etc. Donc voilà, vous avez vraiment un expert qui vient vous rencontrer sur site pour comprendre comment vous fonctionnez. Ce label, il est accessible autant aux TPE qu'aux PME qu'aux grandes structures et également à tous les secteurs d'activité. Et aujourd'hui, on a on a plus de 600 entreprises qui sont labellisées partout en France, sur tous les secteurs d'activité différents. Et on va avoir une majorité quand même de PME, mais de plus en plus de petites structures. Et c'est assez intéressant d'avoir ça. Et je vous ai mis également ici, vous aurez la présentation, le lien vers la liste des labellisés. Ça peut toujours être intéressant de voir un petit peu ce qui est fait. En Nouvelle-Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine est la région la plus dynamique en matière de labellisation. On ne compte pas l'Île-de-France, donc il y a quasiment une centaine de labellisés. Et sur la partie tourisme, du coup, alors j'ai comptabilisé, nous avons 14 organisations qui sont labellisées. Donc, je vous ai mis ici les logos, donc vous en reconnaîtrez, j'imagine, certains. On va avoir pas mal de comités départementaux, régionaux du tourisme. On a également deux hôtels. L'hôtel Alteora qui est situé au Futuroscope à Poitiers et également le Radisson Blu Hôtel de Bordeaux. Actuellement, oui, oui, Muriel, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais juste compléter cette information en disant qu'on vient de concevoir un cursus de formation pour permettre aux structures du tourisme qui sont écolabels européens de monter sur la marche suivante qui est la RSE, puisqu'on a déjà une partie sur la partie environnementale qui est réalisée. Et donc, on vient de terminer la construction de ce parcours de formation pour aller vers le label engagé RSE, pour ceux qui le souhaiteront, bien entendu. Voilà, je ferme la parenthèse. Merci, Marianne. Merci beaucoup, Muriel. Et effectivement, j'ai eu un petit commentaire là dans la discussion par rapport au label Lucie. Julie, vous l'avez évoqué, mais effectivement, les labellisés qui ont été recensés là par Julie, c'est vraiment ceux qui ont été labellisés engagés RSE par Engagé l'AFNOR. RSE, effectivement. C'est pour ça. Effectivement. Pas de souci. Maintenant, effectivement, je vais inviter Monsieur Delemaire de l'AFDAS à se joindre à nous avec Madame Marot du camping Les Baleines à l'île de Ré. Donc, pour intervenir, est-ce que vous avez un support, Monsieur Delemaire, à Oui, bien partager? sûr, oui. Alors, Parfait. il est très léger. C'est juste pour appuyer ce que je vais dire, parce qu'aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans tout le détail du catalogue de l'offre de service de l'AFDAS, mais bien de montrer l'utilité qu'il peut y avoir. Et c'est pour ça que le camping Les Baleines, et je leur remercie de leur participation, vont pouvoir témoigner avec nous aujourd'hui. Donc pour ma part, donc je suis Thomas Delemaire, je suis conseiller emploi formation à l'AFDAS, donc qui est l'opérateur de compétences, notamment de la branche hôtellerie de plein air et aussi des organismes de tourisme. Dans nos missions qui ont évolué depuis, avec toutes les réformes, on a vraiment pour objectif d'accompagner les entreprises dans l'adaptation des métiers et des compétences, donc des salariés, à l'évolution de ces métiers. Et notamment d'adapter aussi de les amener à adapter leur organisation aux nouvelles conditionnalités, notamment éco-socio-conditionnalités qui apparaissent actuellement. Donc, une de nos missions régaliennes est donc également de sensibiliser l'ensemble de ces acteurs au développement durable et à la transition écologique. Pour ça, on a mis en place différents outils. Donc, en fait, comme je vous le disais, l'objectif, en fait, les questions sur lesquelles nous, on peut vous accompagner, c'est justement ces questions de re-questionner votre activité pour qu'elle soit un peu plus responsable et durable.
Et c'est très bien que Julie Laffitte ait pu présenter aussi la norme ISO 26000 parce qu'elle a servi de base à nos réflexions et aux outils qu'on a mis en place. Parce qu'effectivement, la transition écologique fait partie de la responsabilité d'une entreprise, mais également la partie sociale et sociétale est très importante et va avoir un effet positif sur votre fonctionnement en favorisant l'attractivité des métiers et la fidélisation des salariés. Parce que vous allez avoir un nouveau mode de communication et vous allez mettre en place un dialogue social différent. Donc, du coup, on a proposé une offre de service à tiroir et sur 3 niveaux. Un niveau déjà qui va permettre de sensibiliser un peu l'ensemble de vos salariés avec des outils libres d'accès en ligne que vous pouvez utiliser. Et également, on a mis en place, alors ça, on a mis en place la première version en 2018, de manière un petit peu anticipée par rapport aux missions qui nous ont été confiées. Mais donc la nouvelle version est en ligne depuis maintenant un peu plus d'1 an. C'est un autodiagnostic RSE. L'objectif de cette autodiag, c'est de pouvoir justement vous positionner par rapport à ce que vous faites déjà, parce que je pense que de manière presque naturelle, on a déjà certaines pratiques responsables et cela va vous permettre de mesurer par rapport aux normes ISO 26000, à la norme ISO 26000 notamment, que vous a présenté Julie, là où vous vous situez. Ça va vous permettre aussi, par exemple, de vous dire, je veux aller plus loin sur tel et tel domaine. Donc, ça va euh, être un outil important pour vous positionner et pour mesurer l'engagement que vous voulez prendre. Est-ce que vous voulez simplement monter en compétence sur certains points ou lancer vraiment une démarche de labellisation ou de certification. Euh, et pour ce faire, on a un second niveau qui vous permet en fait justement de monter en compétence sur différents endroits, que ce soit sur la pratique métier de chacun, avec des formations vraiment qui vont permettre d'adapter les compétences de chaque poste à une pratique plus durable, mais également des formations un peu plus stratégiques qui vont vous permettre d'avoir des outils pour mettre en place vous-même une stratégie de tourisme durable. Alors, je ne reprends pas l'ensemble des thématiques qui sont affichées à l'écran, vous pouvez les lire et je vous communiquerai le PowerPoint. À savoir que la branche de l'hôtellerie plein air met à disposition des fonds conventionnels pour le financement de ces actions de formation-là, puisqu'elles font partie d'un catalogue que nous avons ouvert sur l'AFDAS et vous y avez accès, je vais dire, en dehors des financements habituels que vous pouvez avoir sur une année. Ça veut dire que c'est des formations qui peuvent venir vraiment compléter votre plan de formation classique. Euh, le troisième niveau, je veux passer rapidement. N'hésitez pas à me poser des questions hein, si vous avez, si c'est pas assez clair ou si vous voulez plus de détails. L'avantage, c'est vraiment l'objectif, c'est de laisser parler Madame Marot. Le troisième niveau, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire dès lors que vous voulez aller plus loin dans votre démarche, nous pouvons mettre en place des prestations d'appui conseil avec un consultant RH qui viendra dans votre structure, poser un diagnostic avec vous et construire un plan d'action qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs justement en termes de développement durable. Alors bien évidemment, on n'est pas en termes on ne parle pas du projet de l'entreprise, mais on va parler organisationnel, on va parler stratégie RH, emploi et formation, et voir comment vous devez vous organiser et monter en compétences pour pouvoir
rentrer dans cette dynamique responsable. Et pour ce faire, bien évidemment, je vais faire intervenir Madame Marot, qui a bénéficié, dans le camping Les Baleines, qui a bénéficié d'un accompagnement qui s'appelle donc Appui Conseil RSE. Ce sont des prestations d'appui conseil qui se déroulent sur 6 à 12 mois, sur une durée de 35 heures environ, donc soit 5 jours, répartis sur cette période-là, que nous prenons totalement en charge pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc c'est une prestation que nous visons accessible, en tout cas gratuite pour les petites structures. Très Bastien bien. et Élise, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement et de bien vouloir témoigner parce que vous avez bénéficié d'un appui conseil RSE financé par l'AFDAS. Oui, Et on alors, confirme. je vais juste en quelques mots, déjà, je voulais savoir peut-être les origines, qu'est-ce qui vous a décidé de lancer justement cet accompagnement avec un consultant et sur plusieurs mois pour réfléchir justement à cette démarche de développement durable. Alors, je vais pas être très élégant parce que je vais démarrer, je vais commencer. Vous faites Je comme vous laisserai la voulez. parole après à Élise. Alors, juste pour expliquer le binôme Élise-Bastien. Donc, Élise a dirigé un camping voisin d'une autre pendant 17 ans. Et elle était l'une des premières, et c'était l'un des premiers campings, je dirais presque de France, à être écolabel. Donc, c'est Élise qui pilotait la certification pour le camping qu'elle dirigeait. Et on l'a débauchée et on a eu la chance qu'elle vienne travailler avec nous. Nous concernant Camping Les Baleines, donc ça je le dirige enfin, on l'a repris avec mon épouse Séverine il y a 23 ans aujourd'hui. On est dans un environnement d'exception. Donc naturellement, on s'est tourné vers la nature qui est juste extraordinaire ici. Et de là, on avait cette politique de protection de l'environnement. Ensuite, on a découlé la certification écolabel européen en 2013 avec Muriel. Donc, on a toujours œuvré pour essayer d'être les plus vertueux possibles. On a aussi conscience que l'activité touristique a une empreinte carbone assez conséquente, malheureusement. Donc, on essaie, en fait, notre rôle, c'est à notre petit niveau, c'est de réduire un petit peu cette empreinte carbone. Ensuite, après la certification écolabel, on a intégré le club du 1% pour la planète. Donc, on verse 1% de notre chiffre d'affaires à des associations qui, pareil, œuvrent pour la protection de l'environnement. Et bon, comme on n'en a jamais assez, on s'est naturellement dirigé vers une démarche RSE. Et grâce aussi à la présence d'Élise avec nous qui nous aide dans ce projet, sur d'autres dossiers évidemment, mais surtout celui-ci. Voilà. Donc je laisse la parole à Élise. Là, je vous ai dressé un petit peu l'historique du camping. J'ai essayé d'être le plus bref possible, mais Élise va vous parler de la RSE et comment on l'a intégré, qui, comment, et voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous ne partez pas de rien non plus et que vous avez quand même une base. Mais c'est pas une obligation. On peut partir également de rien. Je pense que la démarche RSE, elle concerne tout le monde et à différents niveaux. Mais là, justement, la difficulté, c'est de voir jusqu'où vous avez pu aller alors que vous étiez déjà dans une démarche engagée et de voir ce que vous avez pu mettre en place en suivant et en quoi ça vous a été utile. Euh, Ok, bah, je vais prendre la parole du coup. Oui. Voilà, merci Bastien pour l'introduction. Donc effectivement, chez nous, la partie environnementale était bien développée voilà, depuis de nombreuses années, mais effectivement, on souhaitait développer l'aspect social en fait, tout l'écosystème autour du camping, ce qu'on appelle les parties prenantes en RSE.
Donc, de nos fournisseurs aux prestataires, en passant bien sûr par nos clients et surtout nos collaborateurs salariés. C'était sur ce volet-là qu'on souhaitait davantage avancer. Et du coup, le RSE, la démarche RSE correspondait à notre souhait. Et du coup, grâce à la prise en charge aussi par l'AFDAS, ça nous a permis de passer le pas, en fait, tout simplement. Et après, du coup, on a découlé l'accompagnement par un cabinet de consultants. Du coup, on est parti avec le cabinet Chorus Consultant, avec monsieur Jean-Claude Courte, qui plus est en local à Niort. Et voilà, ça s'est révélé très efficace. En plus, un bel échange humain, enfin, c'est très bien entendu. Et donc voilà, donc à recommander notamment ce consultant. Et du coup, de son accompagnement, donc déjà on part d'un diagnostic. Donc le diagnostic, on le fait seul au départ, ce qui est pas toujours facile dans l'interprétation des questions. On a eu quelques hésitations sur les réponses, notamment, ce qui n'est pas toujours facile à nuancer, ce diagnostic de base. Mais en tout cas, de par ce diagnostic, après, monsieur Jean-Claude Courte nous a aidé à établir effectivement un plan d'action, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, on a, suite à cet accompagnement RSE, un plan d'action sur 3 ans. Et effectivement, ce qui a révélé qu'effectivement, sur la partie environnementale, on était déjà bien avancé, mais qu'on avait beaucoup de progrès à faire sur la partie sociale, effectivement, sur les parties prenantes et aussi en termes de communication. Voilà. Et ce qui est important, en fait, dans ce que vous dites, ce que je retiens, et ce que disait aussi Julie Lafitte tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs acteurs dans la RSE. Il y a la gouvernance, le management, le volet social, le volet sociétal, avec tout ce qui est environnemental, et qu'on n'est pas obligé de tout travailler d'un coup, mais qu'on peut commencer à travailler par priorité en fonction de vos valeurs. Et là, vous, comme au niveau je veux dire environnemental, ça avait l'air de plutôt fonctionner. Vous êtes parti sur le social et le sociétal. Donc, c'est super intéressant de voir ça. Après, c'est vrai que donc ce consultant, il était quand même référencé dans une base que nous, on avait euh, euh, mis à disposition du camping, puisque bien évidemment, il y a un cahier des charges précis dans cet accompagnement. Donc, une liste de prestataires sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour bénéficier de ce financement. Ça, c'était ma parenthèse. Donc, du coup, Élise, vous me dites que vous avez eu un plan d'action. Après, j'imagine que vous avez commencé à mettre en œuvre ce plan d'action avec Jean-Claude Court, du coup, le consultant. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de ce que vous avez eu le temps de mettre en œuvre, le temps de l'accompagnement, par exemple? Alors, effectivement, aujourd'hui, le plan d'action pour nous aussi, c'est un vrai fil rouge, un vrai fil conducteur pour nous aujourd'hui en termes de gouvernance aussi. Alors, du coup, l'accompagnement, ça nous a emmenés sur la période de mai-juin. On s'était donné, je vous avoue, des objectifs pas très élevés, sachant qu'on allait arriver en pleine saison. Du coup, pour nous, malgré tout, on a pu effectivement finaliser quelques actions. Je pense notamment au côté, on a mis en place de manière formalisée un livret d'accueil pour les salariés, voilà, qu'on a pu du coup développer et mettre en œuvre pour les salariés qui sont arrivés dès le mois de juillet en fait, du coup, et qui est aujourd'hui pour nous notre bible au niveau RH. Donc voilà, Séverine Trouvé a suivi un parcours cybersécurité aussi par exemple, qu'on a pu développer ce côté-là. Et moi, je vais suivre une formation avec le CIPECMA de management Conduire les pour conduire entretiens, les les contrats entretiens annuels. de professionnalisation et les contrats individuels. Chose que j'avais jamais fait de ma vie, mais voilà, j'ai une formation qui va arriver là d'ici courant mai, donc courant avril, pardon. Et voilà, C'est donc les génial. choses avancent progressivement, on s'améliore. Non, mais c'est génial parce que du coup, c'est vrai que voilà, c'est une logique d'amélioration et ça permet d'améliorer aussi sa responsabilité en tant qu'employeur et de se tenir au courant et informer des obligations et de pouvoir monter en compétence sur ces sujets-là et de devenir un peu plus autonome. Et c'est ça, le plan d'action aussi, s'il est sur 3 ans, c'est qu'on peut pas tout mettre en œuvre d'un coup, ça demande de l'énergie et du temps.
et à côté, vous travaillez. Et c'est aussi de pouvoir se laisser le temps et de faire les choses bien, dans le bon ordre, avec les formations qu'il faut si nécessaire. Donc c'est génial. Euh, Est-ce que par exemple, vous auriez des points de vigilance, euh, euh, ou quelque chose que vous aimeriez communiquer aujourd'hui sur cet accompagnement? Je sais qu'on a échangé très rapidement, Élise, tout à l'heure, notamment sur la durée de l'accompagnement. Est-ce que vous voulez toucher un mot de plus sur ces points-là? Alors, juste bien cerner que ça demande du temps, effectivement, et effectivement, comme vous l'avez dit, on a tous des travails à côté. Enfin voilà, c'est en plus de tout ce qu'on a à faire déjà dans une structure comme un camping. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, même si l'accompagnement, c'est 5 jours, et ça peut être en demi-journée, etc. Donc effectivement, on a bien planifié, on savait dans quoi on s'engageait, mais il faut bien l'avoir en tête. Voilà. Ouais, c'est énormément de temps. Et après ces 5 jours, c'est vrai que c'est 5 jours d'accompagnement avec la structure, mais après, vous avez parfois aussi à vous saisir des outils ou à travailler certaines, justement, par exemple, sur le pré-diagnostic, etc. Donc, ça peut être un peu chronophage au début, mais je pense que c'est aussi une question d'investissement. Après, pour optimiser votre organisation, est-ce qu'on pourrait dire que c'est pas du temps perdu? Ah non, pas du tout. Non. Non, non, Au pas du tout. contraire. Au contraire, effectivement, aujourd'hui, certains outils, voilà, le livret d'accueil, entre autres, nous font gagner du temps. Ok. Et en Juste fait, c'est comme ce qu'on a vécu avec l'écolabel européen où vous avez des convictions réelles sur la nécessité de protéger votre environnement et puis d'aller avoir des actions vertueuses. L'écolabel européen vous donne les outils que vous n'avez pas. Vous pouvez pas inventer des choses que vous ne connaissez pas. Et en fait, avec la RSE, c'est pareil. On a toujours été bien vigilants, bienveillants avec nos salariés parce que on considère que c'est mieux d'avoir de bonnes relations entre êtres humains comme ça. Mais la RSE vous donne aussi tout un tas de petits outils qui vous permettent effectivement de vous améliorer et, euh, et d'être plus performant. Mais c'est vrai que si au début vous n'avez pas la conviction, vous avez quand même du mal à aller vers des labels ou des certifications. Enfin, j'en suis convaincu. C'est pour ça que la Merci. sensibilisation et l'autodiagnostic sont là. Et nous, on est là aussi pour, n'hésitez pas pour vous accompagner à vous emparer de ces outils-là, de ces premiers outils en tout cas, pour voir si vous voulez vous engager plus loin ou pas. Merci beaucoup, Monsieur Merci. Delemaire. Merci, Bastien et Élise. On a eu des questions dans le chat, mais on a aussi le village Club du Soleil qui est arrivé. Donc, je me suis dit peut-être qu'on pourrait lui laisser un petit 5 minutes là, pour aborder son accompagnement. Je trouve ça, mais on est pile, disons que les choses s'articulent bien. Je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, on a eu la norme ISO et le label, les différents labels qui ont été présentés par Jules au départ, votre démarche d'accompagnement qui permet de monter en compétence sur la RSE et derrière peut-être aller vers la labellisation RSE engagée. Donc, c'est intéressant. Maintenant, peut-être, Madame Cizeron, si vous voulez nous raconter effectivement ce qui s'est passé pour vous dans l'accompagnement sur ce label, je crois que l'accompagnement ou en tout cas l'acquisition de ce label. Donc, je vous passe la parole et je ne sais pas si Julie, vous vouliez mettre le PowerPoint. Mm. Oui, tout à fait. Et Voilà. alors, d'abord, je suis confuse parce que j'arrive très tard, j'ai eu un empêchement et merci de me permettre d'y participer, je m'en excuse. Donc, Village Club est une entreprise marseillaise. On est évalué et engagé dans l'ISO 26000 depuis 2012, où on était même dans la fac millénaire, qui était une démarche qui était une démarche française en fait, qui naît parce que Village Club du Soleil est implanté sur le territoire français et certifié sur le management de la qualité depuis les années 2000, qui avait mis en place des cercles de qualité même dans les années 90.
qui a beaucoup de salariés saisonniers, 80% de nos salariés sont saisonniers. Et en 2010, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut, alors on avait déjà une démarche environnement et comment est-ce qu'on peut faire pour valoriser la démarche environnement. Et en fait, en voyant l'histoire de Village Club, on a un actionnariat associatif qui fait qu'on a une gouvernance, on a une SA avec un actionnaire associatif. On a une gouvernance atypique. On se dit que c'est plus intéressant d'aller chercher un référentiel global plutôt que d'empiler les démarches en allant chercher juste une démarche environnement. Et donc, on fait le choix à ce moment-là, en 2012, d'aller sur le référentiel AFAC millénaire, qui est devenu ensuite l'ISO 26000, sur lequel on est resté évalué. Donc, non, ouais, enfin, bon, ça va un peu vite, mais c'est pas grave. Donc, en fait, on décide de prendre ça et on se fait évaluer donc tous les 3 ans, alors 4 ans avec le Covid, sur l'ISO 26000 par la fac AFNOR depuis 2012. Donc, le déroulé, les évaluations. Alors, pourquoi d'abord on a choisi ça? Parce que c'est un référentiel global qui permet de valoriser l'ensemble de la démarche et qui a une vue 360 sur l'entreprise et qui nous permet vraiment de prendre conscience de l'ensemble des enjeux et de traiter les enjeux dans leur globalité et d'embarquer tout le monde parce que tout le monde à son poste de travail a une responsabilité qui relève du coup de cette démarche qui est pour, chez nous complètement stratégique de RSE. Alors je vous ai fait une petite présentation de notre dernière évaluation qui était de 2023, donc ça dure 10 jours. Hein. On a 17 établissements chez Village Club. Donc, c'est 10 jours, donc c'est lourd. On a visité avec l'évaluatrice 5 villages clubs et le siège aussi a été évalué. C'est 47 interviews de parties prenantes, donc 22 en interne, 25 en externe. Donc, le COMEX, des salariés, notre actionnaire associatif, bien sûr, des représentants du CSE pour l'interne. Et sur l'externe, c'est nous qui faisons la liste des parties prenantes externes. Alors, on a décidé cette année de mettre un concurrent, ce qu'on n'avait encore jamais fait. Mais voilà, pour se dire, bon, alors qu'est-ce qu'ils pensent de nous? On se disait que ça pouvait être... Bon, on risquait, au pire, quoi, qu'il soit interprété comme un mauvais concurrent, comme un... Voilà, on se disait finalement, s'il est très sévère avec nous, c'est qu'on lui fait mal. Mais en fait, il a été intelligent, c'était bien. Un prestataire informatique, parce qu'on avait eu on a changé de logiciel de réservation. Ça a été un très gros projet de 18 mois dans l'entreprise. Donc, on s'est dit, eux, pendant 18 mois, ils nous ont côtoyés dans des moments faciles et difficiles. Donc, quel est leur avis? Des offices de tourisme, là où on est implanté, je dirais que c'est plus classique. Notre attaché de presse qui doit porter un discours pour nous. Notre assistant à maîtrise d'ouvrage auquel on confie des rénovations de bâtiments, des travaux d'aménagement, etc. Des clients grands comptes, des partenaires de formation RH, je dirais que ça, c'est plus classique, des prestataires villages qui sont des écoles de ski ou des accompagnateurs montagne ou la maintenance de notre grande cuisine, et puis des mairies. Donc, on a organisé, alors sur l'interne et sur l'externe, au moment des rencontres avec les parties prenantes, évidemment, je n'étais pas présente. Moi, j'ai accompagné sur les 10 jours d'évaluation l'évaluatrice parce qu'il fallait se déplacer, organiser rendez-vous, etc. Et après, il y a des entretiens où je les ai laissés en tête-à-tête pour que la parole soit libre et d'ailleurs, je n'ai pas su ce qui s'est dit. Mais a priori, comme on a été renouvelé exemplaire, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Donc, depuis 2012, on se fait évaluer. Hein, donc, depuis 2012, on progresse. Donc, c'est des points. On est parti à 500 points. Maintenant, on en a 748. Alors, les premiers points sont plus faciles à gagner que les 300 derniers. Hein. Je ne vous cache pas que les 250 qui suivent, là, voilà. Et c'est à partir de 700 points qu'on est dit exemplaire. Donc, la première fois, ça a été râler pâquerette. Et puis 2023, là, on a bien progressé. Et alors, on nous donne ce graphique de radar alors que je vois pas complètement moi, mais hop. Donc, on nous donne ce radar un peu sur les éléments et vous avez ici en rouge 2023 et en pointillé 2019. Donc, il y a des éléments où on est stable, où on a un peu progressé. Et puis, sur la partie environnement, on s'est un peu pris la douche froide. Et en fait, c'est que on n'a pas assez progressé par rapport aux enjeux qu'on avait. Donc, c'est pas qu'on a régressé.
c'est plutôt qu'on n'a pas assez progressé. Et notamment, alors en plus, ça nous a piqué, je ne vous cache pas, parce que depuis 2018, on déploie la certification ISO 50001 du management de l'énergie. En 2018, on faisait euh, certifier notre premier village et en 2023, on est à 80% du parc certifié. Donc en fait, quand on déploie cette certification du management de l'énergie, évidemment, on va moins consommer de kilowattheures et évidemment, on va moins émettre de CO2 que voilà. Et malgré ça, on s'est pris quand même un retrait sur la partie environnement parce qu'en fait, il y a des sujets qui sont aujourd'hui, si on ne traite pas assez de la biodiversité, et donc du coup, avant ça passait, mais maintenant ça passe plus. Euh, on avait commencé le bilan carbone, mais qu'on n'avait pas fini Scope 3. Et donc, on ne pouvait pas montrer de résultats sur le Scope 3. Donc, enfin bref, voilà. Donc, il y avait ces deux gros sujets, biodiversité et émissions carbone Scope 3. On avait déjà fait le Scope 1 et 2 plusieurs fois, mais pas le Scope 3. Et donc, ça nous a un peu handicapé. Voilà. Donc, ça nous a pas plu. Et à la fois, c'est comme ça qu'on va progresser. Donc, en résumé, ce qui s'est dit de nous, enfin, après, je ne sais pas, hein, l'intérêt, c'est que c'est des rapports hyper détaillés et sur l'ensemble des sujets, on a énormément de matière nous, qui nous donne des éléments sur ce qu'on fait bien. Et des fois, on passe un peu à côté où on se dit, ça, oui, on le fait, mais bon, et finalement, d'avoir un regard extérieur qui insiste sur le fait que ça, il ne le voit pas souvent, c'est super intéressant. Et puis, ça nous met aussi en avant des éléments auxquels on n'a pas pensé ou qu'on pensait pas très grave. Alors, je vous dis pas qu'on pensait que la biodiversité, c'était pas grave, mais en tout cas, c'était pas notre priorité. Et ça nous a aussi permis ça nous donne plein de clés pour continuer à progresser. Donc voilà, nous, c'était les points forts sur nos valeurs, sur la gouvernance, sur notre capacité de réaction et d'adaptation face aux difficultés, hein. On a un peu raconté comment on avait passé le Covid et puis d'autres événements qui avaient été compliqués et avec une entreprise qui s'en sort bien. Donc voilà. L'équipe soudée, solidaire, la gestion des ressources humaines tournée sur la satisfaction, la fidélisation des salariés, la satisfaction des clients qui est très suivie chez nous avec beaucoup d'indicateurs, l'ancrage territorial et la reconnaissance comme pilier dans des territoires où on est implanté, le déploiement structuré de la RSE partout, et puis nos parties prenantes externes qui ont été super, voilà, des super retours, et puis des axes d'amélioration, donc mieux piloter des indicateurs carbone, déchets, biodéchets, achats responsables, le CSRD qui va bientôt nous concerner, finaliser le bilan carbone. Puis après, il y a des éléments, bon voilà, on ne suit pas bien et on n'historise pas bien nos relations politiques. On a le système de QVT, il faut qu'on le déploie mieux. La thématique biodiversité, je vous en ai parlé. La communication, en fait, on est toujours un peu frileux sur la communication RSE entre greenwashing, pas greenwashing, donc en fait, on n'en parle pas beaucoup. Et puis la formation tout le temps et en continu de nos équipes saisonniers qui sont à 80%. Donc, voilà. Ce qui est intéressant aussi au-delà de ça, c'est si on peut passer à la diapo suivante, c'est qu'en plus on a des éléments qui permettent de visualiser la contribution de la démarche face aux ODD. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais eu et donc la vie aquatique et la vie terrestre restent là où on est en retrait, donc tout ça est cohérent, mais ça c'était intéressant et ça on l'avait jamais monitoré de cette manière-là. Donc ça nous a plu. Et puis aussi, ce qui nous a aussi, c'est des petits gadgets peut-être. Alors, je ne sais pas si c'est dans les standards ou lié à notre évaluatrice. Elle fait aussi des nuages de mots sur la suivante. Alors ça, par contre, non, je reviens juste avant. Pardon. Celle-ci, là, ça nous permet aussi de hiérarchiser ces impacts au regard des ODD. C'est-à-dire que on s'est dit que du coup, en dessous de 75%, ça devait être aussi de les remettre dans nos priorités. Et donc aussi, il y avait des éléments qui nous semblaient intéressants là-dessus. Et bon, après, tout est en lien sur nos priorités. Donc ça, cet élément-là de placement des ODD est intéressant. Et puis ensuite, les nuages de mots qui nous permettent aussi de voir en interne comme en externe comment on parle de nous. Alors, on ne trie pas comment dire, les remarques ou les points forts, mais voilà, en fait, ce qui sort, c'est qu'on a des mots communs entre nos parties prenantes internes et externes, et que globalement, ceux qui sont le plus souvent dits, ils sont plutôt favorables à l'entreprise.
Après, il y en a qui sont petits et qui nous plaisent pas bien du tout. Par exemple, durable est tout petit, innovant est tout petit et sérieux est tout petit. Donc bon, bah voilà, après, structuré est tout petit aussi. Donc bon, je sais pas, ça nous fait réfléchir, mais après, quand on nous dit que l'entreprise, quand on parle de nous, c'est la convivialité, l'échange, l'esprit, la confiance, bah, tout ça, voilà, c'est intéressant d'avoir aussi ces regards-là un peu ludiques. Donc voilà, après on part avec un rapport qui fait à peu près 40 pages, qui est bourré d'idées, d'actions, de pistes de progrès qui sont vraiment intéressantes. Honnêtement, il n'y a pas tout à prendre. Il y a des fois des choses, ça ne nous correspond pas, on ne retient pas, mais il y a vraiment beaucoup à prendre. Voilà. Et alors, pour finir, mais je suis désolée, j'ai pris un peu de temps pour juste avec tout ça, moi, le petit regret que j'ai par rapport à la démarche, c'est la méconnaissance. Pardon? Ah, pardon. C'est un peu la méconnaissance du grand public et même des pros de ce label. Et, et ça, je pense que c'est... Et du coup, même en interne, nous, avec nos équipes marketing, là, on est dans des périodes où, avec notre DG, on continue d'insister pour leur dire que si, en fait, on va rester dans la démarche, elle est intéressante. Alors, et ce qui est compliqué, c'est que ben, c'est pas très connu, que pour des équipes de com et de marketing, c'est pas très facile d'en parler parce que le sujet est compliqué et que du coup, ben, le label engagé RSE fait pas vraiment, est pas connu. Et en plus, engagé RSE, aujourd'hui, tout le monde se le dit. Donc, du coup, on a aussi dans le verbatim du label cette difficulté-là de dire, mais nous, on est engagé RSE, mais à fond, quoi. Et alors que, voilà, si c'est voilà, si je devais faire un petit reproche sur la démarche, ce qui m'embête un peu, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Madame Cizeron. Merci à tous là pour vos présentations, vos interventions super pertinentes et inspirantes. L'idée de ces webinaires, c'est aussi effectivement de s'aimer et de faire connaître les différents dispositifs d'accompagnement et les objectifs jusqu'où on peut aller en quelque sorte et pas se limiter dans les ambitions en matière de développement durable en tourisme. Il y a eu des questions dans le chat. J'ai invité M. Delemare à y répondre en direct, effectivement, parce qu'on arrive au bout du temps du webinaire. Il y a déjà des gens qui nous ont quittés. Donc, moi, je peux rester effectivement à votre disposition. Je ne sais pas si il y a des choses, des questions qui voulaient être posées en direct. On peut rester encore Oui, un peu, mais je crois que je voulais remercier en tout cas tous les oui, participants d'être mais venus. De remercier Muriel, effectivement, de s'être mobilisée pour trouver Julie, pour intervenir et Monsieur Delemare d'avoir accepté effectivement de trouver le camping. En tout cas, les deux professionnels qui ont intervenu avec vous. Donc, merci à tous d'avoir répondu présent. C'est très apprécié. Et ces webinaires permettent justement de parler des différents types de professionnels, des différentes actions qui peuvent être menées, mais tout ce qui peut être partagé, en tout cas en termes de connaissances. Donc, encore une Marie, fois, pardon, oui, excuse-moi Marie, est-ce on aurait juste une question à poser à la dame qui nous a fait allez-y. une brillante J'aime toujours parler. présentation de la RSE? Comment vous avez fait pour faire le dispositif de qualité de vie au travail? Quel a été je sais pas comment vous poser la question, comment vous avez mis en place ce dispositif? Oui, en fait, voilà, on va la poser comme ça aussi simplement possible. Ça s'adresse à moi? Oui, oui, Ah, pardon, ok. c'est pas grave. Non, justement, c'est que, en fait, ce qu'on nous a reproché, c'est de ne pas avoir mis en place un outil de veille de la QVT. Donc, Oh, c'est dans le d'accord. sens inverse. Et donc, là, on a un outil qu'on va tester parce qu'en fait, pour l'instant, on l'a mesuré parce que évidemment, des entretiens annuels, on avait des éléments, mais le collaborateur est face à son hiérarchie. Donc, c'est un peu, voilà. Et puis, on suit une note sur un réseau qui s'appelle Indeed, où on invite les gens qui sont passés chez nous et qui ont travaillé chez nous et nos collaborateurs de publier une note et des éléments là-dessus. Et on n'a que ça pour l'instant. Et là, on va mettre en place une première enquête QVT. Donc, ce qui nous était reproché, c'est qu'on n'avait pas d'enquête QVT à partir d'une solution qui s'appelle Choose My Company. My Hum. Company. On verra si c'est
pertinent ou pas, c'est une opportunité qui se présente, on va la saisir, mais voilà, c'est au contraire, on l'avait pas fait, en fait, c'était ça. D'accord. Donc en fait, c'est une enquête qu'on adresse à nos collaborateurs et collaboratrices, savoir un peu ce qu'ils ressentent. D'accord. Exactement, donc, et qui permet de mesurer le bien-être au travail, le bien-être dans sa fonction. Donc, c'est assez standard. Comme il y a l'ANACT, je crois, qui propose des solutions. Bon, il y en a plusieurs, mais c'est au-delà des indicateurs qu'on peut suivre d'accidents du travail, d'arrêt maladie. Tout ça, c'est des indicateurs qu'on suit par ailleurs, qui donnent un certain nombre d'éléments de comment on est. Le taux de maternité aussi, c'est un élément qu'on suit. Enfin, voilà. Mais celui-là, il permet vraiment aux collaborateurs de s'exprimer et de manière anonyme. Donc, il peut du coup vraiment dire ce qu'il pense, contrairement à l'entretien en face à face d'évaluation. Il a la parole libre, mais je pense qu'il y a plus de retenue. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou ça a été bien répondu dans le chat, les questions qu'on avait? On avait la question sur l'appui conseil, donc effectivement, c'est pris en charge au niveau de la DAS, là, l'appui conseil, donc c'est pris en charge dans le cadre de l'accompagnement, c'est ce qu'a répondu M. Delemaire. Et je pense que c'était bien. Voilà. Donc, Juste une question pour Bastien. Pardon. Tu as une question pour Bastien Il y a marqué l'accompagnement incite-t-il à vous orienter vers un label RSE Oui. particulier? oui, effectivement. Et quels sont les éléments qui ont orienté votre choix? C'est Élise qui va répondre. Donc, fort de notre appui conseil, on était parti pour se lancer sur une démarche de labellisation. Donc, pour l'instant, on a marqué le pas. Cette année, on s'est posé avec Bastien et Séverine. On a déjà beaucoup à faire avec notre plan d'action. Donc, on se pose tranquillement et ça sera de nouveau de questions sur l'automne 2024, début 2025. Mais pour l'instant, on a marqué un peu le pas. Donc, effectivement, on a fait un peu en arrière, mais pour pouvoir avancer plus vite après. Après, Effectivement, Bastien, comme l'a très bien expliqué Élise, on se pose, on fait notre plan d'action, on travaille de notre côté tranquillement, gentiment. Et après, seconde étape, label. Voilà. après l'idée, Bastien, Oui. l'idée, et je me rapporte à ce que vient de dire alors Madame le Club du Soleil, Madame Cizeron. Armel, dites Armel, c'est Armel. plus. Alors, Armel, bonjour Armel. L'idée, effectivement, c'est, on voit la difficulté, Bastien, tu partages chaque fois quand on dit l'écolabel européen n'est pas reconnu sur les hébergements touristiques, et pourtant c'est un logo qu'on voit dans les supermarchés, sur les lessives, enfin c'est quelque chose qu'on rabâche, et auprès du grand public, ça a du mal à passer. Forcément, le label engagé RSE, il est plutôt connu des entreprises. Donc, après, la question, Bastien, c'est de se dire, est-ce que j'ai besoin de la certification, de la reconnaissance, de l'évaluation? L'évaluation, ça te permet d'avoir un niveau, et comme le disait Armel, d'avoir des pistes à rechercher, sur quoi je peux travailler un peu plus. Voilà. C'est pas la certification, c'est comme il y a un résultat, et Armel l'a bien montré avec le rapport, où on propose des pistes, on sait où aller chercher, c'est plutôt l'outil. Et c'est pas forcément pour communiquer auprès du grand public, puisqu'on le voit, et Armel le dit, c'est pas ça qui fonctionne. Et l'écolabel européen, qui est pourtant beaucoup plus connu, et vous êtes beaucoup plus nombreux dans le tourisme à être certifiés, ça a du mal aussi à être reconnu. Donc voilà, faut aussi se poser la question en ce sens. Et après, si je peux compléter, excusez-moi, c'est effectivement l'évaluation 26 000, pour moi, c'est un véritable outil de progrès en interne. C'est pas un outil de com. Voilà. Et je ne sais pas si ici, j'ose le dire, enfin, j'ose le dire, mais on a un tel besoin aussi. Le marketing a besoin de communiquer, les clients, les B2B ont besoin d'éléments simples dans leurs appels d'offres auxquels on peut répondre. Et du coup, on est amené, alors qu'on avait lutté enfin, on avait lutté, c'est un peu un grand mot, à se faire labelliser clé verte sur un de nos établissements. Alors, enfin, pardon pour s'il y a des gens qui sont clé verte, mais franchement, c'est pas super difficile, c'est pas très exigeant.
Mais il y a un investissement des pouvoirs publics, en tout cas dans le Sud-Est, sur ce label-là. Il y a une volonté de pousser le label. Il y a des financeurs qui vont sur ce label. Et donc, du coup, après, alors, on se garde le 26 000 pour le travail de fond de l'entreprise. Et voilà. Et puis ensuite, on va aller chercher parce que c'est pas très cher, un peu connu on va aller chercher le label qui amène un peu de la reconnaissance attendue pour un certain public, etc. Donc des fois on est obligé de combiner alors qu'on n'avait pas envie d'aller là-dessus en se disant non, c'est pas assez exigeant, mais pour d'autres raisons, on va le rajouter et on va aller prendre ce label-là aussi. Voilà. Bon, en tout cas, Bastien, n'hésitez pas si jamais vous souhaitez échanger un peu plus, de manière un peu plus détaillée plus tard, lorsque vous le souhaitez sur le label engagé RSE, n'hésitez pas, on est dispo. En octobre. Voilà, très bien. On C'est se noté. parle en Mais déjà, octobre. C'est noté. bravo pour votre démarche, bravo pour vos engagements. Je pense que dans tous les professionnels qu'on a en Nouvelle-Aquitaine, on a toutes sortes comment je peux dire, de niveaux ou de points de départ pour des accompagnements. Et je pense qu'il faut effectivement arriver à mobiliser l'ensemble des professionnels dans des démarches vertueuses, notamment des RSA. Maintenant, ça prend effectivement, il y a point de départ. Il y a des aides qui sont là, il y a des gens qui sont là pour aider les professionnels. Et effectivement, on a des objectifs et faut toujours continuer à l'avancer. Merci en tout cas, moi j'ai beaucoup encore appris aujourd'hui. Je pense que les participants aussi. Et on reste tous en contact. On a le projet biodéchets, le parcours biodéchets, j'en ai parlé un petit peu. J'ai juste mis le lien vers notre accompagnement si vous souhaitez effectivement avoir cette aide, cet accompagnement dans le cadre de l'interfilière pour passer au tri tri à la source et la valorisation des biodéchets. Et le Club du Soleil, en tout cas, on a effectivement une opération collective là, qui est montée sur la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique avec le Club du Soleil à Ronces-les-Biens. Donc, effectivement, on va t'appeler peut-être à se revoir sur la question des biodéchets aussi sur ce projet. Bon, voilà, je vous remercie beaucoup. Je regrette parce qu'il y a beaucoup d'échanges et je pense qu'on aurait pu parler longtemps. Ce sera l'occasion d'un autre webinaire ou d'une autre rencontre organisée par les partenaires. Merci beaucoup en tout cas. Et Merci bravo à beaucoup, tous vos Marie. engagements. Merci. Merci. Merci.